L'orateur, c'est Pierre Ledoussal, qui vient d'École Normale et qui va nous parler de renormalisation fonctionnelle, dont il est un des grands experts, comme vous pouvez le voir, depuis pas mal d'années. Et donc, c'est une idée qui remonte, je crois, à l'article dont tu parles, là, de Wegener et Houghton, peut-être d'autres. Et donc, c'est une approche, d'ailleurs, qui peut ne pas être perturbative pour ces problèmes de renormalisation pour différents types de systèmes. Et là, je crois que tu vas parler d'interfaces piégées. Donc, merci de ton exposé. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation et pour le très beau cours qui a précédé. Je vais vous parler aujourd'hui de renormalisation fonctionnelle pour le problème des systèmes élastiques désordonnés. Donc ça contient en effet les interfaces piégées, mais c'est un peu plus vaste et je définirai un petit peu ce que c'est. Donc je ne vais pas vous faire un cours sur la renormalisation fonctionnelle en général parce que c'est en fait un sujet très vaste. Je vais simplement ici mentionner un cas précis où on est obligé en fait d'avoir affaire à la renormalisation fonctionnelle parce qu'on s'aperçoit qu'il y a dans ce problème un nombre infini de constantes de couplage qui sont pertinentes, et c'est-à-dire dont on doit tenir compte pour décrire le comportement à grande échelle. Et donc on n'a pas le choix en fait. Donc vous avez vu pour le modèle d'Ising, alors je ne sais pas si vous avez atteint le problème des polymères, probablement pas, d'après ce que m'a dit Bernard. Mais enfin, pour le modèle d'Ising, donc, vous avez vu qu'il y a l'énergie de Landau-Ginzburg, et dans cette énergie, il y a un terme en Φ4, ou magnétisation à la puissance 4, avec une constante de couplage devant, que l'appelons la G, qui est ce terme en Φ4 ou M4 est pertinent en dessous de la dimension 4. Donc on est obligé d'en tenir compte pour décrire Ising au point critique, ou d'ailleurs les polymères, comme vous le verrez. Et quand on intègre les modes à petite échelle, cette constante de couplage, on peut définir une constante renormalisée, une constante effective, une fois qu'on a intégré les modes à petite échelle. Et par le flot du groupe de normalisation, cette constante effective va vers un point fixe, qu'on peut appeler G star. Et ce point fixe, en fait, permet de calculer, quand on le connaît, permet de calculer les exposants critiques. Donc le flot, dans cet exemple, par exemple, d'Ising critique, est en fait contrôlé. Le petit paramètre du problème, c'est epsilon, la dimension, la différence entre la dimension de l'espace et la dimension critique supérieure, qui dans ce cas-là est 4. Donc epsilon, c'est 4 moins d pour ce problème d'Ising. Et donc, cette équation de renormalisation et la constante G star, enfin au point fixe, est perturbative en epsilon. On peut l'écrire comme une série en epsilon. On peut la calculer comme une série en epsilon. Et à partir de là, on peut calculer les exposants critiques en puissance de epsilon. Donc, c'est la renormalisation, développement en epsilon de Wilson. Donc, ici, c'est pareil pour le problème dont je vais vous parler, sauf qu'on va avoir besoin de suivre non pas une constante de couplage, mais une infinité de constantes de couplage. Donc, en fait, on va avoir besoin de suivre une fonction. Alors, la renormalisation fonctionnelle, comme je l'ai dit, en théorie des champs, a une très longue histoire. Elle est partie en fait de Wilson lui-même. Il y a un papier donc, de Wegener-Houghton. J'ai marqué quelques papiers importants ici. L'idée générale, c'est d'essayer, quand on intègre sur les modes à petite échelle, d'essayer d'écrire en fait une équation complètement exacte sur la fonctionnelle, l'action du système ou l'énergie du système, qui soit la plus exacte possible ou même complètement exacte, comme dans les approches de Polchinski et Wettrich. Et donc on a une équation fonctionnelle. Alors avec les fonctionnelles, qui est une équation exacte mais fonctionnelle, avec les fonctionnelles on ne sait pas faire grand-chose, et donc on est obligé de tronquer cette fonctionnelle pour définir des fonctions. Et il y a plusieurs façons de faire ça, il y en a même beaucoup. Mais dans certains cas, quand on a de la chance, on peut faire ça de façon perturbative. Il y a un petit paramètre, donc epsilon, dans le cas qui va nous intéresser. Donc ça, c'est ce qu'on fera ici. Mais il y a effectivement, comme l'a mentionné Bernard, des approches non perturbatives où on fait des troncations dans des espaces de plus en plus grands en espérant avoir une précision plus en plus grande sur le résultat. Alors il y a toute une école à Jussieu, donc avec Delamotte, Tarjus, Azaria, etc., qui ont appliqué cette renormalisation exacte de non perturbative, fonctionnelle donc,
a beaucoup de problèmes, même jusqu'à la turbulence, système magnétique, membrane, etc. Un autre problème important où la normalisation fonctionnelle a été développée à nouveau parce que c'était obligatoire, là il n'y avait vraiment pas le choix aussi, c'est le problème du weighting. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce problème de l'accrochage ou de pinning des systèmes élastiques désordonnés. Le papier vraiment séminal, ça a été celui de Daniel Fisher en 1986, après des travaux de Larkin, dont je vais vous parler aussi. Ensuite, nous avons continué dans la lignée avec, en développant la théorie à des ordres plus élevés, avec Kai Wiese, il y a un certain nombre de papiers. Il y a un papier que j'ai écrit en 2006 où, grâce à l'analogie avec l'équation de Burgers, on peut en fait comprendre mieux la théorie. Et puis on a mesuré avec Alan Middleton, on a mesuré, en fait, on a fait une mesure dans la numérique du point fixe, de la fonction point fixe du groupe de normalisation fonctionnelle dans ce papier, qui est donc un test très précis de la théorie. OK, donc qu'est-ce que c'est qu'un système élastique désordonné? Alors je vais déjà vous donner le modèle standard du système élastique désordonné, qui est très simple à écrire, en fait, et qui couvre beaucoup de cas. Donc, un système élastique désordonné, donc vous prenez quelque chose qui a un ordre, on va voir des exemples, et on définit un champ de déplacement, U de x, donc on va prendre scalaire pour l'instant, sachant que l'état fondamental complètement ordonné, c'est quand U de x égale 0. Donc U de x va en fait paramétriser les déformations par rapport à un système parfaitement ordonné, et on définit une énergie, une fonctionnelle d'énergie, qui va avoir la forme suivante. Donc c'est une intégrale dans tout l'espace. On va regarder un problème en dimension d. Donc x ici appartient donc à r puissance d. Je ne vais pas mettre de flèche dessus, hein, mais on se comprend que x est un point en dimension d en général. Alors dans cette énergie, il y a deux termes. Il y a un premier terme qui est un terme élastique, donc une énergie élastique, qui est simplement gradient u au carré. Donc comme on a vu précédemment, le terme le plus simple possible. Donc c'est le terme d'énergie élastique qui décrit donc les petites déformations par rapport à un état complètement ordonné. Et puis il y a un deuxième terme qui est un terme de désordre. Alors ce terme de désordre, il a la forme suivante. Il s'écrit comme v de x et u de x. Donc on définit une fonction v de x et u qui va être en fait un potentiel aléatoire. Donc c'est un problème désordonné. Et peut-être jusqu'à présent, vous n'avez pas tellement vu d'exemple de problème désordonné, donc on va aller un petit peu doucement sur les définitions. Donc, donc v de x et u, a priori, c'est une fonction, mais alors on va dire en dimension 1, par exemple, ce sera une fonction de 2 variables, d'accord ? Mais je vais tirer cette fonction de façon aléatoire. Je montrerai des exemples plus tard. Et donc, je peux, par exemple, donc vous pouvez imaginer une discrétisation. Vous pourrez imaginer, par exemple, que x est discret. Donc, ce serait un ensemble de variables vi, et puis u est discret aussi, vij. Et donc, ce sont des variables gaussiennes avec une certaine covariance. D'accord ? Par exemple. Hein, c'est l'exemple le plus simple. Donc, ici, je vais écrire la covariance. Donc, supposons, par exemple, pour simplifier, que v est gaussien. Donc, si je connais la covariance de cette variable aléatoire, de cet ensemble de variables aléatoires Vij, si vous voulez, Vxu, à ce moment-là, je connais complètement la distribution de ce potentiel aléatoire. Alors, on va choisir un problème de désordre où le potentiel aléatoire est en fait à courte portée dans l'espace, très courte portée dans l'espace, donc on va écrire une fonction delta, qui peut éventuellement être une fonction qui décroît rapidement, si on n'aime pas les fonctions delta. Et puis, on va être obligé en fait, de garder ici une fonction un peu plus compliquée, qui va être ce qu'on appelle le corrélateur du désordre. Donc, c'est une fonction R0 de U, bon, qui va typiquement avoir la tête de cette tête-là, disons. Donc il va décroître
sur une échelle de l'ordre de RF. Donc, enfin, on va supposer qu'elle est smooth, donc elle est continue, différenciable, tout ce que vous voulez, analytique, sur une échelle de l'ordre que je vais appeler RF. Donc là, je définis ce que j'appelle le corrélateur du désordre nu, disons le corrélateur du désordre du modèle de départ. Je vais quelquefois l'appeler RB plutôt que R0, B comme Baire, parce qu'on verra qu'après, il y a une autre variable qui va arriver, donc juste pour vous prévenir. Et ce corrélateur, en fait, donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir un flot par groupe de normalisation. Donc on va appliquer un peu plus tard une procédure de normalisation, et ce corrélateur, il va changer. D'accord ? Il va partir de cette fonction-là, et il va devenir autre chose. Et c'est là qu'il va y avoir universalité, etc. Bon. Alors, à quoi est-ce qu'on s'intéresse pour ce modèle? Donc, ce à quoi on s'intéresse, c'est le problème à T égale 0. Je vais peut-être l'écrire ici. Donc, température nulle, on voudrait le minimum de cette énergie. Donc, on s'intéresse à la configuration du système qui minimise l'énergie. Minimum of l'énergie H, V de U. Alors, il s'agit du minimum de l'énergie dans une configuration donnée du désordre, c'est-à-dire pour un potentiel aléatoire donné, tiré avec cette loi de probabilité gaussienne. Donc, quelles sont les propriétés statistiques de cette configuration? Et comme il y a un problème ici de compétition entre l'énergie élastique qui a envie que le système soit ordonné, donc avec U de x proche de 0, et le désordre ici qui va vouloir, on va voir des exemples, au contraire que U de x soit important, il va y avoir une compétition entre les deux, ça va donner des configurations qui sont non triviales et qui vont être en fait statistiquement self-similaires à grande échelle, donc critique en fait. C'est pour ça que c'est un phénomène critique. Il va y avoir un exposant, qui est l'exposant de rugosité, dont on va parler tout à l'heure. Je vais l'appeler zeta. OK. Bon, alors venons à des choses un peu concrètes. Donc, prenons des exemples simples pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, la chose la plus simple, c'est par exemple en dimension 0, donc simplement un point. OK, donc là, il s'agit simplement d'une fonction aléatoire V de U. Donc je trace un potentiel désordonné V de U. Bon, voilà, comme ça. Bon, pour rendre les choses un peu plus intéressantes, je peux rajouter en fait un potentiel quadratique. Donc ce potentiel V de U, il a une fonction, donc je dis que je prenais comme une variable gaussienne. Donc il a en fait un corrélateur, comme ça, à 2 points, une fonction à 2 points, il est défini par sa covariance. Et sa covariance, donc j'ai dit que c'était la fonction R0 de U moins U'. Alors ça dépend que de U moins U', parce que je choisis des potentiels qui sont invariants statistiquement par translation. Donc si je translate mon potentiel, ça a la même probabilité. Et donc cette fonction de covariance ne peut dépendre que de la différence ici. D'accord ? C'est complètement, mon problème est invariant par translation. Alors en général, donc, on peut choisir une fonction R0 qui est à courte portée. Donc c'est un type de problème avec une longueur caractéristique que j'appelle RF, donc une fonction décroissante comme j'ai tracé, ou on peut s'intéresser à des problèmes qu'on appelle à longue portée, long range, où par exemple le potentiel croît. Supposons que ce potentiel V de U soit par exemple un mouvement brownien en U, ou une marche aléatoire en U, donc à ce moment-là il va avoir des déplacements qui vont croître à grande distance, et donc la covariance va être proportionnelle à la distance. D'accord ? Donc, ça, c'est par exemple si V de U est brownien. Alors, brownien à grande échelle, ou marche aléatoire, par exemple. Random walk. Et on va voir que ça apparaît dans les problèmes de type champ aléatoire. Donc, c'est ce qu'on appelle random field disorder. Et alors que là, on va voir que ça apparaît dans les problèmes magnétique de type random bond disorder.
qui sont des problèmes short range. OK, alors, prenons un exemple un peu plus concret maintenant. Prenons une ligne élastique. Donc, ça sera le cas D égale 1. Donc, D égale 1. Donc, cette fois-ci, maintenant, on a affaire à une ligne. Donc, directed line. Et donc, on va rester... Donc, on va avoir U et X cette fois-ci. Et puis, on va prendre un exemple un peu concret qui est celui d'un supraconducteur, donc bidimensionnel. Et on va imposer au supraconducteur un champ magnétique, H, dans cette direction, dans la direction X. Et on sait que les supraconducteurs de type 2, donc au-dessus d'un certain champ critique, on peut faire pénétrer des vortex, des lignes de défaut, donc des lignes de vortex qui sont en fait, donc dans la situation idéale, ce serait une ligne comme ça qui pénètre dans l'échantillon où la supraconductivité est détruite localement sur une échelle xi. Donc elles ont une certaine épaisseur, qui est ce qu'on appelle la longueur de cohérence superconductrice, qui est petite en général, et le champ magnétique pénètre à l'intérieur et on a donc ces lignes de vortex. Alors, l'énergie de cette ligne de vortex, si je commence à la déformer, si je regarde une déformation de cette ligne, elle est proportionnelle, cette énergie, à la longueur de la ligne. Donc ça va nous donner en fait l'énergie élastique. Donc l'énergie de la ligne de vortex, je peux l'écrire en paramétrisation comme ça, 1 plus du dx, donc ça c'est u de x, c'est le déplacement au carré, et donc si j'expande ça au petit déplacement, ça fait donc un terme qui est un terme élastique, d'accord, proportionnel à du dx carré. Donc c'est à la forme que j'ai écrite là-bas, donc pour d égale 1. Donc ça, c'est l'énergie élastique de la ligne qui vient simplement de sa longueur. Ensuite, dans un vrai supraconducteur, il y a des impuretés. Donc il y a en fait des défauts en oxygène, par exemple, et des régions localement où la supraconductivité est déjà détruite par des défauts, par des impuretés. Et donc la ligne de vortex, elle va avoir envie de passer par ces défauts-là, d'accord ? C'est pour ça que je les ai mis sur le long de la ligne. La ligne va se déformer pour essayer de collecter le plus de défauts possible, puisque ça va faire baisser son énergie. Donc on peut représenter ça par un terme donc qui va être... Bon, on peut écrire ça dans le continu, si je suppose que j'ai une densité assez élevée de défauts, mais qui sont très faibles. Ça devient une variable gaussienne. Il y en a beaucoup, mais ils sont faibles, et donc on arrive... ça crée un potentiel V de x et u, bon, qui peut avoir une moyenne négative. J'ai enlevé la valeur moyenne du potentiel. On peut l'enlever, elle ne joue aucun rôle en fait dans le problème. Je regarde juste les fluctuations, donc la covariance. Donc ces défauts créent ce potentiel V de x et u qui est donc ressenti par la ligne et amène donc à ce terme d'énergie de désordre, donc comme dans ce modèle. Donc ça, c'est un premier exemple. Et on voit que la longueur de corrélation normale dans un supraconducteur, elle va être du désordre, ça va être de l'ordre de xi. OK. Alors, d'autres modèles simples de systèmes élastiques désordonnés, ce sont les domain walls, donc les murs de domaine, par exemple, dans un ferromagnétique, par exemple, de type Ising. Donc là, je fais un petit dessin en 2D. Donc j'ai à nouveau un modèle somme IJ. Alors JIJ, je vais l'appeler J, une constante J plus delta IJ, SISJ, avec SISJ qui sont des variables plus ou moins 1. Et donc si je mets, si j'ai un échantillon et puis que je mets ici aux conditions limites, je mets que des plus et ici que des moins, ça veut dire que j'ai forcément au moins un mur de domaine entre les deux, donc il y a forcément un domain wall qui sépare des plus et des moins. Et si je suis à basse température, il n'y aura essentiellement qu'un seul. Et je peux regarder quelles sont les conformations de ce mur de domaine. Alors c'est pareil, l'énergie élastique, elle vient de la longueur. La longueur,
Donc si je regarde l'énergie, le coût en énergie d'un mur de domaine comme ça, il est proportionnel à sa longueur, donc ça génère un terme d'élasticité comme ça. Et puis, si j'ai des liens qui sont localement des variables aléatoires, avec des petites fluctuations, donc j'ai un système désordonné où les delta J sont choisis de façon aléatoire suivant une certaine distribution, ben, ça va créer aussi donc l'énergie du mur de domaine. Ça va être la somme le long du mur de ces delta J qui sont rencontrés le long du mur. Donc ça va donner à nouveau un terme de désordre de ce type. Okay. Donc ça c'est un exemple, c'est des exemples de murs de domaine ou de lignes dirigées en dimension 1. Ensuite, on peut regarder évidemment des interfaces de dimension interne 2, par exemple. Donc ça serait des murs de domaine dans la Ising 3D. Donc les murs, là, ils sont bidimensionnels. Donc U maintenant devient une fonction de deux variables, x2, x1. Et l'énergie, donc ça c'est U de x1, x2. Et à ce moment-là, l'énergie, donc j'ai maintenant un terme de désordre qui va être l'interaction du mur de domaine avec les impuretés peut se décrire de cette façon-là. Okay. Qui est simplement la généralisation ici. Okay. Et le dernier exemple que je vais donner rapidement, et un peu relié à ce que racontait Bernard, c'est l'exemple des périodiques disordered elastic system, qui est très important. En fait, c'est qu'est-ce qui se passe quand j'ai un cristal et que j'ai des impuretés dans ce cristal, un substrat avec un cristal dans un substrat, et qui a des impuretés. Ça peut aussi être une onde de densité de charge, par exemple, density wave, en présence d'impuretés qui sont à des positions bien précises mais aléatoires. Donc, par exemple, l'exemple, c'est de prendre un supraconducteur, disons toujours bidimensionnel, mais cette fois-ci, je vais mettre le champ magnétique dans cette direction. Et donc, je vais avoir des vortex qui maintenant vont être des points. Donc, c'est un peu comme les vortex dont parlait Bernard tout à l'heure. Donc, ils se repoussent à cause de l'interaction magnétique et ils forment un réseau triangulaire. C'est le réseau d'Abrikosov. Et la question, donc là, c'est à nouveau un système où maintenant j'ai X et Y. Et pour décrire la position de ces vortex, de ce réseau, j'ai maintenant deux coordonnées, UX et UY. Donc on sort un tout petit peu de ce cadre-là, c'est-à-dire que là, j'avais un champ de déplacement qui était scalaire. Si je veux décrire un cristal, il faut que ce soit un champ de déplacement qui est vectoriel. Mais ça ne change pas énormément de choses, en fait. C'est la même classe de système. Et vous voyez qu'ici, c'est un système bidimensionnel. Donc on est aussi dans le cas D égale 2. Et puis on va dire N égale 2. N, c'est le nombre de composantes du champ de déplacement U. Alors que je vais plutôt me restreindre à N égale 1 par la suite. OK. Une chose importante donc, pour ce problème, c'est quelle est la symétrie du potentiel aléatoire vu par le réseau, ici, si je commence à mettre des impuretés. Donc je mets des impuretés, comme tout à l'heure, mais je me demande quel va être l'analogue de ce terme. Okay, donc les vortex ont envie de bouger un peu, de déformer le cristal. Il y a une énergie élastique qui est maintenant un peu plus compliquée. Il y a des modes transverses, des modes de cisaillement et des modes de compression. Peu importe, c'est toujours une forme quadratique. Et le terme de désordre, maintenant, il a une particularité, c'est que si je déplace tous mes atomes du pas du réseau, A, il ne doit pas changer. D'accord ? Donc, ça veut dire que la fonction V doit avoir la périodicité du réseau, et donc ma fonction R0 de U, elle doit être elle-même périodique. OK. Donc, on a vu trois classes de systèmes, ici, où la fonction R0 de U est soit short range,
donc ça arrive dans les interfaces random bond de type Ising, soit long range, ça arrive quand on a des champs aléatoires dans le modèle d'Ising, ou alors périodique, ça arrive donc pour décrire des cristaux. Voilà, donc maintenant je vais passer un peu à des choses plus spécifiques, donc je vais commencer à analyser le modèle. Alors c'est un modèle qui est très non linéaire et très difficile, et donc il y a eu beaucoup d'activités sur ce modèle pendant longtemps, depuis les années 70, et en particulier, donc, les noms importants, c'est Larkin, Imrima, dans le contexte d'Ising, et Fukuyama-Eli, dans le contexte électronique des ondes de densité de charge, qui ont fait des choses un peu parallèles, enfin pas exactement au même moment, mais qui finalement sont assez similaires. Et on va commencer donc par la théorie de Larkin. Donc, ce que Larkin a réalisé dans les années 70 quand il a attaqué ce problème, enfin il voulait savoir si les supraconducteurs étaient stables quand le réseau d'Abrikosov, est-ce qu'il était stable quand j'introduis des impuretés. Donc le modèle là était trop difficile, donc il a introduit un modèle plus simple, qu'on appelle maintenant un modèle de Larkin, où en fait l'idée, donc je fais un petit dessin ici, l'idée, donc je vais dessiner par exemple pour une ligne. Donc ça serait X, si vous voulez. Ça, c'est la position des... Alors, je vais discrétiser ma ligne, donc c'est des monomères avec des ressorts, si vous voulez, comme ça, interaction élastique. Ça, c'est U. Si je suppose que l'élasticité est très forte ou que le désordre est très faible, cette ligne ne va pas être tellement déformée. Et donc, ces points ne vont pas beaucoup explorer de position dans la direction U, et donc je peux remplacer ce potentiel ici par sa tangente, c'est-à-dire par une force en fait. Donc l'idée de Larkin, c'est de remplacer le potentiel, qui est un objet compliqué, par simplement un potentiel en fait linéaire, donc f de x fois U. Alors la force est aléatoire, bien sûr, parce que les différents x ici sont décorrélés, d'accord ? Les impuretés sur les différents x sont décorrélées. Et donc, ça nous amène à un modèle où f de x est quand même une force aléatoire. Donc je garde la fonction delta. Et maintenant, je vais résoudre ce modèle. Alors ce modèle, il est linéaire en U, donc il est facile à résoudre. Donc je vais écrire maintenant l'énergie de ce modèle. Donc l'énergie, qu'est-ce que c'est ? C'est ddx c sur 2, donc gradient U carré moins f de x fois u de x. Ok, donc ça c'est facile à... J'écris l'équation de minimisation. dH du de x égale 0. Donc je vais trouver la position, la configuration minimum. Et donc l'équation, vous voyez que c'est simplement moins c Laplacien de u égale f de x. D'accord ? Donc, je vais résoudre ça en Fourier. Alors, U ici, c'est U minimum. Hein. Je ne vais pas mettre l'indice à chaque fois, mais c'est U minimum de x. Donc, je cherche la position, la configuration qui minimise l'énergie. Alors, je vais faire une transformée de Fourier. Donc, je passe en Fourier pour résoudre cette équation. Et vous voyez qu'en Fourier, donc j'écris UQ... Je vais l'appeler comme ça. U indice Q, c'est l'intégrale des dx exponentielle IQX U de x. Et donc, vous voyez que cette équation, elle devient simplement en Fourier. Donc, ça fait juste Q2. Donc, ça fait simplement U indice Q. Le mode de Fourier, c'est F indice Q fois sur CQ2. OK ? Bon. Il faut savoir que FQ, c'est une variable aléatoire. Hein. Donc, ce que je veux faire maintenant, c'est que je veux moyenner... Je veux calculer, par exemple, la fluctuation de U. Donc, je veux calculer, je vais plutôt écrire ici, je vais calculer UQ, U moins Q, enfin UQ, Q', et je moyenne sur le désordre. Donc, cette valeur moyenne ici, hein, depuis le début, je n'ai peut-être pas dit assez, mais cette valeur moyenne veut dire moyenne sur le désordre, c'est-à-dire ici sur la force, f de x, qui est choisie donc gaussienne avec ce corrélateur. Donc, cette valeur moyenne, donc ça va faire 1 sur C2 Q4, et puis je vais avoir FQ, FQ', et
comme c'est une fonction delta, ça veut dire qu'en Fourier, FQ, FQ', c'est juste une fonction delta Q, Q'. Donc c'est juste delta Q moins Q'. Et ce symbole veut dire simplement, si vous voulez être puriste, en variable continue, c'est ça. Ok, donc ça c'est un calcul très simple. Et vous voyez maintenant que si je repasse maintenant dans l'espace réel et que je calcule alors, le déplacement relatif de 2 points, donc la déformation relative de 2 points, donc c'est exactement cette fonction-là, mais multipliée par un cosinus. Alors, j'ai oublié que FQ, pardon, je devrais l'écrire ici, FQ, FQ', c'est en fait W delta Q moins Q'. Donc là, il me manque ici le W, qui est l'amplitude du désordre, et j'obtiens donc de W sur C carré, intégrale donc 1 moins cosinus QX sur Q puissance 4. Voilà. Donc 1 sur Q4, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ces déplacements, si je regarde cette fonction en dimension plus petite que 4, je m'aperçois qu'il y a une divergence infrarouge ici, qui est coupée par le x, et que par conséquent, cette intégrale diverge avec, enfin, elle est coupée par x, à x égale 0. Elle vaut 0, mais elle est coupée par x, et donc on obtient un résultat qui est x puissance 4 moins d en dimension inférieure à 4. En dimension 4, on obtient quelque chose qui est logarithmique, donc un peu comme ce qu'avait montré tout à l'heure Bernard pour le modèle XY. Donc la dimension 4 est la dimension critique, si vous voulez. Et puis au-dessus de la dimension 4, on a quelque chose qui est fini, proportionnel au réseau à la puissance 4 moins d. Donc là, c'est borné. Mais par contre, ici, c'est non borné. Donc ça veut dire que les déformations croissent avec la distance. Et plus précisément, on peut définir ce qu'on appelle l'exposant de rugosité, donc qui dit que ça, c'est x à la puissance de zeta. Donc ça veut dire que U se scale, si vous voulez, comme x puissance zeta. Zeta est un exposant critique. Et dans le modèle de Larkin, zeta, en fait, c'est 4 moins d sur 2, d'accord, à partir de cette formule. Donc pour d inférieur à 4. Ok, donc en dessous de la dimension 4, Larkin conclut que le réseau de vortex va être détruit, comme tout à l'heure, Bernard nous a dit qu'en dimension 2, il n'y avait pas de cristal. Alors, il y a des toutes petites subtilités avec ça. Cette question de l'ordre d'un cristal, on n'est pas parlé ici, mais la dimension 2 pour le modèle XY, en fait, c'est une dimension critique. Comme vous a montré Bernard, les corrélations décroissent quand même en loi de puissance et non pas exponentiellement, les corrélations de l'ordre translationnel. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ce cristal, il va effectivement, il est instable d'un point de vue strict, mais en fait, pour qu'un cristal soit vraiment instable, il faut générer des dislocations. Et on peut montrer qu'en dimension 3, ce qu'on avait fait avec Thierry Jamarki, ces dislocations ne sont pas produites, donc il reste quand même quelque chose comme un quasi-ordre, comme ce que vous a montré Bernard pour le modèle XY. Bon. Mais ça, c'est un peu plus subtil. On va simplement regarder ici, on va oublier ces questions, c'est lié à la périodicité, on ne va pas s'intéresser tellement à ça aujourd'hui. Alors, donc pour l'instant, on est au modèle de Larkin. Alors, on sait que ce modèle ne peut pas donner le résultat correct, puisqu'on sait, alors je ne vous l'ai pas dit, mais il y a quand même, dans tout ce problème, il y a au moins un résultat qui est connu de façon exacte, qui est même un théorème, c'est que l'exposant en dimension 1 de rugosité pour un désordre à courte portée, il vaut 2 tiers. Et donc ça, c'est relié aussi à l'équation KPZ, et donc Bernard a parlé de ça l'année dernière, en fait. C'est le seul résultat vraiment exact et même rigoureux qui existe, et il est obtenu par des méthodes qui n'ont rien à voir avec ce que je vais vous dire. D'accord ? Bon. Donc Larkin ne peut pas être correct. Alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, Larkin le savait déjà, mais il est évident que cette approximation ici
c'est une approximation qui consiste à faire de la théorie de perturbation. Hein. Si j'écris la vraie équation de minimisation, ça va être cette équation-là. Donc si j'écris sur ce modèle la vraie équation de minimisation, je dérive par rapport à U ici. Donc je vais écrire V'. Alors V' ici, ça veut dire V dérivé par rapport à U. OK, et ça, je peux faire une expansion autour de U égale 0. Donc je dis que c'est V' de x0 plus V seconde de x0 U de x, plus etc. Plus, OK. Et puisque j'ai traité le modèle de Larkin, alors, pardon. Oui, donc le modèle de Larkin, c'est exactement donc cette équation-là, c'est exactement celle-ci. D'accord. Et donc, ça veut dire que ce que j'ai appelé W ici, en fait, c'est la corrélation V', V'. Donc ça, c'est f de x, si vous voulez, dans le modèle de Larkin. Et donc, en fait, ce W, en fait, c'est la dérivée, hein, c'est V', V' en 0, donc c'est la dérivée seconde, en fait. Donc, le W de Larkin, c'est moins, il y a un signe moins parce que la fonction R, sa dérivée seconde est négative, en 0. D'accord. Donc, c'est ça la correspondance. Donc, ce que fait Larkin, en fait, c'est un développement perturbatif. En principe, on peut le continuer. Donc, on va discuter ça. Mais ce que Larkin a réalisé, c'est que, bon, on ne peut pas négliger les termes suivants si on ne peut pas approximer par une tangente. Donc, ça veut dire que si les déplacements sont plus grands, les déformations sont plus grandes que la longueur de corrélation du potentiel lui-même, donc ça définit une certaine longueur dans l'espace X. On sait que si les déplacements sont plus grands que RF carré, qui est la longueur de corrélation du potentiel, cette théorie ne peut pas marcher puisqu'on ne peut pas approximer par une tangente. D'accord. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Vous voyez que si on met ça avec ce résultat ici, on trouve tout de suite cette longueur qui s'appelle la longueur de Larkin, et qui est une longueur intéressante dans le problème parce que elle peut être très grande si W est petit. Donc si le désordre est petit ou l'élasticité est grande, cette longueur peut être très grande. Et en fait, elle est très utile, par exemple, dans les applications supraconducteurs. Et donc la théorie de Larkin s'applique en dessous de ces échelles-là. Donc si X est plus petit que RC, la théorie de Larkin est OK. Par contre, si X devient plus grand que RC, ce qui se passe, c'est qu'en fait, cette équation ici, elle commence à admettre des solutions multiples. D'accord. Donc le modèle de Larkin suppose en fait qu'il y a une solution unique. Hein. Vous voyez que c'est un modèle purement quadratique, donc il y a un seul minimum, ça c'est clair ici. Tout est linéaire, tout est gentil, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de pinning, il n'y a rien. D'accord. Si vous prenez le modèle Larkin, vous appliquez une force, tout va glisser. C'est un modèle très simple, mais en réalité, au-dessus de cette échelle, il va apparaître des solutions multiples à cette équation. Donc multiple solution. Et donc, multistabilité, il y a plusieurs états métastables, etc. Et comme il y a des solutions multiples à cette équation, il faut quand même savoir laquelle nous intéresse. Parce que celle qui nous intéresse, c'est celle du minimum absolu de l'énergie. Mais si je résous simplement cette équation, si je fais cette théorie de perturbation dont je vous ai parlé, donc là, on est à température nulle, vous voyez que je n'ai aucun moyen de savoir si je ne suis pas en train de développer autour d'un saddle point ou d'un extréma. Bon. Donc il faut en plus rajouter la température et ensuite prendre la température vers 0 si on veut vraiment avoir une chance de trouver l'énergie minimale. OK, donc je vais passer maintenant donc, au problème à température finie. Donc on va voir ce qui se passe au-delà de l'échelle de Larkin. Je ne sais pas si je vais arriver à finir, mais enfin, on va essayer. Bon. Alors, donc, pour ça, je suis obligé d'introduire, je m'en excuse d'avance, mais je suis obligé d'introduire les répliques. Ça ne va pas être super fondamental, mais c'est quand même utile. Donc, je suis en train de regarder ce qui se passe à température finie maintenant, mais basse, très basse. Et donc, je vais introduire la fonction de partition du modèle. Donc, c'est toujours le même modèle. Et j'ai écrit sa fonction de partition. Donc j'intègre sur toutes les configurations possibles de U de x. Voilà, et on a une fonction de partition. OK. Alors, juste pour vous expliquer comment on fait dans les systèmes désordonnés, je pense que peut-être
vous en entendrez parler prochainement. Supposons que je veuille calculer la fonction de corrélation du déplacement, U de x, à température finie, disons, dans un potentiel V. V est fixé. Après, je vais vouloir moyenner sur tous les V possibles, mais pour l'instant, V est fixé. Et choisi aléatoirement, mais fixé. Eh bien, la chose, c'est d'écrire ça comme... Bon, ça, c'est juste une définition, ce que je vais vous écrire là. Donc ça, c'est la définition de ce que c'est que la valeur moyenne dans l'ensemble canonique à température T, d'accord? Et bon, je vais être malin, là, je vais rajouter un indice, ça n'a pas d'importance, il y a un seul champ pour l'instant, donc je n'ai rien fait de mal. Et puis, en fait, je vais être encore plus malin et je vais multiplier tout ça par, en fait, ZV à puissance n-1. Enfin, je vais diviser même. Donc, je vais écrire cette identité, que ça, c'est pareil que DU1, DUN, U1 de x, U1 de y. Et puis là, je vais écrire moins 1 sur t. Et puis, je vais écrire HV de U, du 1 plus HV de U2, donc c'est ce qu'on appelle les répliques. Je vais simplement écrire quelque chose qui est juste une identité, c'est-à-dire que ça, c'est strictement égal à ça, puisque les champs supplémentaires que j'ai introduits, je peux intégrer dessus, d'accord? Et par définition, ça me donne ZV puissance n-1. D'accord? Donc cette ligne égale à cette ligne. Simplement, l'avantage gigantesque d'avoir écrit ça, c'est que maintenant, je peux considérer la limite formellement n tend vers 0. Alors vous verrez cette limite, pas de panique, vous la verrez la semaine prochaine, peut-être c'est ça sur les polymères, mais c'est quelque chose qui est utilisé très souvent en physique. Et donc, je peux du coup me débarrasser de ce terme qui est très gênant quand je veux moyenner par rapport au désordre. Et donc maintenant je moyenne par rapport au désordre, je prends la limite n tend vers 0 de ce qu'il y a au-dessus, et finalement, je me ramène à une fonction de corrélation de la réplique 1 parmi n répliques dans un Hamiltonien, enfin dans une action qui est maintenant définie de la façon suivante. Qu'est-ce que c'est que hrep? Eh bien, c'est exponentiel, donc je vais l'écrire ici, par définition. Donc maintenant, c'est une fonction des différentes répliques, et par définition, c'est la valeur moyenne sur le désordre de ce facteur-là. D'accord? Okay. Donc ça définit une fonction, une énergie répliquée, un Hamiltonien répliqué, une action répliquée. Alors, je vais l'écrire. Je vous donne sa forme. Je n'ai pas le temps de faire le calcul détaillé, ce n'est pas très compliqué, mais pour vous montrer la forme que ça a. Alors, la forme que ça a, c'est la suivante. L'action répliquée, U1, UN. Alors, je vais l'appeler UA pour simplifier. A va de 1 à N, mais à la fin, on fera N égale 0. Ça, c'est juste un trick de physicien. Et donc, ça va être simplement intégrale des dx. Alors, la partie élastique de l'énergie, elle ne connaît rien au désordre. Donc, elle est exactement la même que la somme de n parties élastiques pour les n copies. Mais par contre, quand je moyenne sur le désordre l'expression qui est là-bas, j'obtiens maintenant une interaction entre les répliques. Hein, ça, c'était une théorie avant de moyenner qui était où les répliques n'interagissent pas entre elles, elles sont indépendantes. Une fois que je moyenne, les répliques interagissent entre elles. Et donc, il y a un terme d'interaction qui s'écrit comme ça. Et l'interaction entre les répliques est donnée exactement par ce corrélateur du désordre. D'accord ? Donc, c'est vraiment cette fonction-là qui ressurgit ici. Voilà. Bon. Donc, ça, donc, c'est l'interaction appliquée. Donc, si je calcule les fonctions de corrélation de cette théorie-là, eh bien, j'aurai directement les valeurs moyennes sur le désordre de mes fonctions de corrélation. OK. Alors, cette théorie, elle est assez méchante parce qu'elle est très non linéaire. Vous voyez qu'ici, cette fonction R0, je vous ai dit qu'elle était... bon, elle a cette tête-là. Okay, et je peux donc faire un développement de Taylor. Bon, elle est paire par construction.
Donc je peux très bien appeler, je peux considérer ce développement de Taylor autour de 0, et vous voyez qu'il y a des termes de degré arbitraire. Il peut y avoir des termes en U puissance 4, U puissance 6, U puissance, etc. Donc c'est une théorie a priori qui est compliquée. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc en général, quand on a une théorie non linéaire, une théorie des champs, on écrit l'action comme une partie quadratique plus une partie non linéaire, que j'appelle S interaction, et on va faire la théorie de perturbation, ça on sait résoudre, c'est quadratique, on va faire la théorie de perturbation par rapport à l'interaction, cette partie non linéaire. Alors quelle est la partie quadratique pour la théorie ici? Donc là, ça c'est quadratique, et là-dedans il y a des termes quadratiques, ceux qui sont d'ordre 2. D'accord ? Donc je regroupe tout le monde, et j'écris la partie quadratique de cette façon-là. Donc je vais l'écrire en Fourier, c'est plus sympathique. Et puis là, donc vous voyez que c'est la dérivée seconde du potentiel qui apparaît en 0. Et puis, donc j'écris ça UAQ, UB moins Q. Voilà, donc ça c'est juste la partie quadratique. Bon, j'ai utilisé quelque part que n égale 0. Peu importe, c'est une matrice de réplique dans l'espace n par n. Et je peux inverser cette matrice, et vous allez reconnaître tout de suite que ça, en fait, c'est le modèle de Larkin très exactement, puisque si j'inverse cette matrice, alors on ne va pas faire l'exercice ici, je vous donne juste le résultat, mais enfin, ce n'est pas très compliqué d'inverser une matrice qui est invariante par permutation, enfin, c'est une matrice de permutation, disons, qui s'inverse très facilement, et ça me donne ce résultat-là, qui est, donc ça c'est dans l'hamiltonien répliqué, et donc c'est exactement UQ. Alors, dans la limite t tend vers 0, ça c'est simplement UQ au minimum, U moins Q. Donc ça c'est pour t tend vers 0, donc ce terme-là n'est plus là, et vous voyez que je retrouve exactement le résultat de Larkin, donc 1 sur Q4. Okay. Donc la partie quadratique c'est Larkin, et on peut se poser la question de savoir si maintenant je fais une expansion autour du modèle de Larkin, est-ce que les termes non linéaires sont pertinents ou pas? Est-ce qu'il faut les garder ou est-ce qu'ils vont décroître vers 0 quand je vais faire ma normalisation? Donc pour l'instant, on va juste faire ce qu'on appelle comptage de puissance, c'est-à-dire qu'on va regarder si ces termes non linéaires sont importants ou pas. Alors pour ça, on fait quelque chose de très standard, qui est la transformation d'échelle. On écrit, on fait une transformation sur les coordonnées x et u. Donc on dilate le système, si vous voulez, ou on part d'un système x' et puis on multiplie le x par b, et on doit multiplier u à ce moment-là par b à une certaine puissance, qu'a priori on ne connaît pas, mais enfin on va la fixer plus tard, puisque les deux champs n'ont pas la même dimension. Et ce qu'on veut, c'est garder fixe la partie quadratique de l'action, et ensuite regarder ce qui se passe avec la partie non linéaire. Donc regarder fixe la partie quadratique de l'action, ça veut dire que je dois définir une nouvelle température. D'accord, et donc là c'est des primes aussi. Ok, donc je définis T' comme ça, je remplace ici U par B puissance U', j'identifie et je trouve que T', la nouvelle température, par ce changement, c'est simplement, bon ça c'est un exercice très simple, je trouve que c'est la température se transforme avec cet exposant, qui d'ailleurs a une interprétation physique, c'est l'exposant de fluctuation de l'énergie de l'état fondamental, mais on ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Voilà. Et maintenant, je regarde ce qui se passe avec les termes non linéaires. Donc je vais prendre le terme Rp de 0 sur T carré. Donc là-dedans, je reterne le terme en U puissance P. OK, et je voudrais écrire qu'en fait, il est en B puissance lambda P fois la même chose avec maintenant x'. Okay. Donc ça c'est très simple. Dans cette formule, donc je vais vous montrer que ce terme, en fait, c'est le terme à partir de prime ici, multiplié par ce facteur d'échelle. Et lambda P, il suffit d'injecter ici x égale bx', donc j'ai un b puissance d, après j'ai un p de zeta, et donc j'arrive simplement, donc la température a aussi changé, et je dois en tenir compte, donc lambda P c'est d plus p de zeta
moins 2 fois θ. Et donc, en fait, on découvre que c'est 4 moins d plus p moins 4 zeta. OK, donc, si je regarde le terme quadratique, celui-là, je vois que lambda 2, ça va être 4 moins d moins 2 de zeta. Donc, je mets p égale 2. Et maintenant, si je choisis le zeta de Larkin, zeta égale 4 moins d sur 2, donc qui est le zeta de Larkin, bah, ce terme est invariant. Bon, c'est un peu fait pour, hein, puisque je vais faire une perturbation autour du modèle de Larkin. Donc je choisis cette valeur de zeta, et maintenant je l'injecte là-dedans, et je m'aperçois évidemment qu'en dessous de la dimension 4, vous voyez, zeta Larkin est positif, ça c'est positif. Donc pour d inférieur à 4, toutes les halls, enfin tous les RP de 0, avec p plus grand ou égal à 4, sont en fait pertinents, c'est-à-dire qu'ils ont un lambda p qui est positif. D'accord ? Donc ça veut dire que par changement d'échelle, ils vont croître. OK ? Donc il faut tenir compte de tous ces termes. Alors la façon de tenir compte, donc ça c'est la première particularité de cette théorie. La deuxième particularité de cette théorie, je ne vais pas en parler trop longtemps, mais c'est le fait que la théorie de perturbation, en fait, autour de Larkin, c'est-à-dire que si je m'amuse maintenant à calculer UQ, U moins Q, donc si je fais cette théorie de perturbation que j'ai effacée tout à l'heure, mais qui est la même chose, hein, où je fais la théorie de perturbation dans ces variables RP de 0, eh bien, qu'est-ce que je vais trouver ? Donc, vous pouvez vous amuser à faire l'exercice, c'est assez rigolo. Donc, il y a plein de termes, mais en fait, vous apercevez qu'ils sont tous 0. Enfin, ils s'annulent mutuellement. D'accord ? Donc, à la fin, on trouve que tous ces termes, à tous les ordres, dans tous les constantes R de P, plus grand que 4, s'annulent, se cancellent. C'est ce qu'on appelle la réduction dimensionnelle. C'est une propriété magique. Je n'ai pas le temps de l'expliquer ici, mais il y a ce phénomène qui se produit ici. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai supposé ma fonction ici analytique. J'ai supposé que ma fonction R de U, mon désordre, ce qui est normal pour un désordre nu, d'un modèle nu, dans les expériences, si vous voulez, le désordre microscopique et analytique, des smooths, d'accord, c'est des champs, etc. Et c'est ça la chose que j'ai faite et qui, en fait, maintenant, me revient à la figure, c'est-à-dire que si j'ai effectivement un désordre smooth, la théorie de perturbation est triviale. Donc non seulement il y a une infinité de choses relevantes, enfin pertinentes, mais en plus la théorie de perturbation est triviale. Donc on est dans une situation difficile, et c'est pour ça donc que maintenant il faut introduire autre chose. Donc je vais introduire maintenant ce qu'on appelle le désordre normalisé. Je vais vous donner une définition physique d'abord. Ensuite, je vous indiquerai que c'est la même définition que celle de la théorie des champs, mais je n'aurai pas le temps de donner de détails. Alors, pour faire les choses extrêmement simplement, je vais juste regarder d égale 0. Donc, une particule dans un potentiel aléatoire en dimension 0. Mais en fait, c'est exactement la même chose qu'on fait pour l'interface en dimension d. C'est-à-dire, on rajoute au problème un potentiel quadratique centré en un certain W et on varie W. On va regarder ce qui se passe quand je varie W. Donc, on définit un potentiel renormalisé qui est essentiellement l'énergie libre. Donc, je vais l'appeler V chapeau de W, qui est en fait l'énergie libre de ce problème. D'accord ? Donc je pars d'un V de U et je définis comme ça un V chapeau de W. Et dans les limites de température nulle, en fait, c'est simplement un problème de minimisation. D'accord ? Je peux juste minimiser ce qu'il y a dans l'exponentielle. Et donc, V chapeau de W, c'est juste le minimum sur U de V de U plus M carré sur 2, U moins W au carré. Bon. Okay. Et j'appelle U de W argmin, si vous voulez, c'est-à-dire la configuration, enfin le U qui réalise le minimum pour un W fixé. Alors, ça a l'air très simple, mais à partir de là, je peux faire une définition qui, en fait, se trouve être importante, qui est celle du potentiel du corrélateur du désordre normalisé, c'est-à-dire si maintenant je définis
la fonction, donc v chapeau de W est lui-même un potentiel aléatoire. D'accord ? Mais évidemment, il n'a pas la même statistique que V de U lui-même. Et son corrélateur à 2 points, il est aussi invariant par translation. Son corrélateur à 2 points, je l'appelle corrélateur renormalisé. Donc c'est ça le corrélateur du désordre renormalisé. Et vous voyez que c'est en fait une fonction de M, hein, puisque ça va dépendre de la variable M. Et en fait, ça a les propriétés suivantes. Si je prends M infini, donc si ma masse est très élevée, U est essentiellement égal à W, et donc V chapeau est essentiellement égal à V. D'accord ? Donc pour M tendant vers l'infini, V chapeau, c'est V. Et ce qu'on fait, ici on fait la normalisation, c'est qu'en fait on décroît la valeur de M. Donc on décroît M depuis l'infini, on connaît la condition initiale, V chapeau égale V, et on écrit une équation qui va dire comment se comporte ça en fonction, ce corrélateur en fonction de M quand je décroît M. Alors c'est intéressant cette définition parce que si on connaît, si vous prenez la dérivée de W, vous pouvez facilement voir à partir de là que c'est simplement M carré U W moins U de W, hein, en faisant la méthode de variation par rapport à la partie explicite ici. Et donc vous voyez que si je sais, par exemple, alors vous pouvez faire l'exercice avec Mathematica, c'est très simple pour un potentiel unidimensionnel. Vous trouvez les U de W en fonction de W, vous tracez cette fonction de corrélation, et ça sera une certaine fonction de 1, ou avec delta, qui est en fait la dérivée seconde de la fonction R. Donc là j'ai juste dit que bon, si je dérive cette fonction, j'obtiens en fait ça. Donc ce que je veux dire là simplement, c'est que si on sait calculer la position du minimum, il suffit de mesurer ça et on obtient le désordre normalisé. Donc c'est ce qu'on a fait avec Middleton pour l'interface. Il y a exactement la même chose pour l'interface. Pour l'interface complète en dimension D, UW, c'est le centre de masse de l'interface. On peut le calculer avec des algorithmes, et polynomiaux d'ailleurs, et en mesurant ça, on a le potentiel de fonction de corrélation renormalisée. Alors, qu'est-ce qui se passe d'important dans cette fonction de ce corrélateur renormalisé ? Eh bien, si je pars d'un désordre qui est une fonction V de U qui est smooth, donc R de U qui est smooth, analytique, eh bien, en fait, vous voyez que si je commence, bon, si la masse est très grande, il n'y a toujours qu'un seul minimum dans ce problème, d'accord ? Mais si je décroît la masse, il va y avoir des moments où il peut commencer à y avoir plusieurs extrémas. Alors là, il y a le minimum absolu. Ça, c'est pour un certain W. Et puis, quand je change W à masse fixée, bon, ben, je pousse dans cette direction. Donc, ce potentiel-là peut descendre en dessous. Et donc, à ce moment-là, il y a un saut qui va se produire. Et le minimum va sauter ici. Donc, et on a une nouvelle position. Donc, ça se fait de façon discontinue. Donc, il y a des sauts. Et en fait, si je trace UW en fonction de W à température nulle, donc là je suis en train de faire de la température nulle, je vais avoir quelque chose qui va procéder par saut. Comme ça. Et donc vous voyez que, parce qu'il y a des sauts ici, vous voyez que maintenant cette fonction de corrélation ici, elle ne peut pas être analytique. Elle a forcément un cusp, comme on dit. Et donc c'est ça ce qui se passe. Par flot de normalisation, le désordre va devenir une fonction non analytique. Donc ça se voit très bien sur cette définition du désordre. Alors on peut montrer, on n'a pas le temps de donner les détails, que cette définition du désordre est exactement la même, en fait, du désordre normalisé exactement la même que celle qu'on obtient en théorie des champs de façon naturelle avec l'action effective de la théorie des champs, je ne vais pas rentrer là-dedans, qui permet de faire des calculs analytiques. Et à la fin, on obtient, donc la chose très importante, c'est que cette fonction, Rm, donc cette fonction ici, Rm de W, satisfait en fait une équation différentielle de ce type. Donc, je vais l'écrire ici. Donc on peut faire la théorie de perturbation. Enfin, bon, le statement est le suivant. Cette fonction satisfait une équation différentielle quand je change m,
où ici j'ai une certaine fonctionnelle, si vous voulez, de la fonction R. Okay. Et le point, c'est que je peux calculer cette fonction bêta, comme on dit, en puissance de R, systématiquement, et ça va donner donc l'équation suivante. Donc c'est l'équation de FRG. Donc on va voir qu'elle va être contrôlée en fait en dimension 4-d, en epsilon. Donc je vais l'écrire ici en rescalant, je ne sais pas comment on dit en français, en rééchelonnant la fonction Rm. Donc ça c'est ma fonction Rm, mon potentiel renormalisé. En fait, il va, quand même tend vers 0, il va acquérir une forme d'échelle, avec ici un exposant qui va être justement l'exposant de rugosité zeta dont j'ai parlé depuis le début. Et donc je vais écrire le flot de cette fonction, parce que c'est cette fonction-là rescalée, disons, qui effectivement a un point fixe. Donc je vais l'écrire ici. Donc il y a des termes qui sont un peu triviaux, qui viennent juste du fait que j'ai rescalé ma fonction ici. Donc ce sont des termes linéaires. Ensuite, il y a des termes non linéaires. C'est là où il y a un calcul en boucle, comme on dit. Donc, il faut faire des graphes, etc. Là, je n'ai vraiment pas le temps de vous les montrer, malheureusement. Mais on trouve quelque chose donc, de quadratique avec des dérivées secondes du corrélateur qui apparaissent, ce qui est normal parce que si on pense aux gens qui font la théorie des champs, donc on a deux vertex qui sont la fonction R, et on va faire des contractions entre ces vertex, ça fait sortir des dérivées. Donc ça a cette structure-là, dans la limite, bon, après il faut prendre toujours n vers 0, on trouve ça. Voilà, et ensuite on peut continuer. Donc ça c'est le terme qu'on appelle à une boucle, le diagramme à une boucle, qui a été donc trouvé par Daniel Fischer en 86. Et donc Daniel Fischer faisait de la renormalisation, enfin il faisait la méthode de Wilson, donc ça donne ces termes à une boucle assez facilement. Et ensuite, donc, on a calculé les termes à 2 boucles, 3 boucles, etc. Je ne vais pas en dire beaucoup plus là-dessus, qui permettent d'aller plus loin dans l'expansion en epsilon. Alors, cette équation, c'est une équation pour une fonction. Elle doit satisfaire évidemment certaines conditions limites, mais elle a des propriétés magiques. Alors, la première propriété magique, c'est la suivante. Si je prends la dérivée seconde de la fonction en 0, je m'aperçois que en fait, ces termes se cancellent ici, et je peux même montrer que tous les termes supérieurs se cancellent. Et on arrive exactement à cette équation-là. Donc ça, c'est la magie de la réduction dimensionnelle. C'est-à-dire que si je suppose que ma fonction est analytique, donc là c'est if, je suppose que R-til est analytique autour de 0. Donc à toutes les dérivées, disons. C'est infini. Donc si je suppose ça, à ce moment-là, l'équation en 0, comme ça, se trivialise. Et je vois que le seul choix que j'ai, c'est epsilon égale zeta égale epsilon sur 2. Et ça, c'est l'Arkin. OK ? Donc, mais maintenant, on sait, alors, ce n'était pas du tout évident. Oui, donc historiquement, ça s'est passé comme ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quelque chose que l'Arkin savait, qui est la chose suivante. C'est que maintenant, si je regarde la dérivée quatrième en 0, c'est-à-dire le terme en u puissance 4 dans ma théorie, le terme non trivial, disons, je trouve que j'ai maintenant un flot qui se ferme, mais qui a cette tête-là. Donc R4 de 0 à une boucle, à cette équation-là. Et si vous regardez cette équation, vous voyez qu'il y a un blow-up de cette équation en un temps fini. Ça, c'est un temps de renormalisation, log m. L, si vous voulez, c'est log de 1 sur m. Ça donne une échelle dans l'espace. 1 sur m est une échelle de longueur, en fait. Donc il y a une explosion en temps fini. Et en fait, ce temps fini correspond à la longueur de l'Arkin. D'accord ? Donc R4 de 0 tend vers l'infini, diverge à la longueur de l'Arkin. Donc ça, c'était déjà connu de l'Arkin, et c'est pour ça que l'Arkin, même quand il a fait un calcul à des ordres plus élevés, n'a jamais utilisé cette équation au-delà de ce régime. Mais en fait, bon, Daniel Fischer en 86 a eu un éclair et a compris qu'il fallait poursuivre en fait, le flot de cette équation au-delà de cette échelle, mais dans un espace de fonctions qui maintenant était non analytique. Donc l'idée, c'est que la fonction au départ, je vais tracer ici delta de u, donc qui est la dérivée seconde de R. Bon, ben, au départ, c'est une fonction comme ça. Et puis au-dessus de l'échelle de l'Arkin, elle acquiert en fait un cusp ici.
ça, c'est la running function. Donc ça, c'est pour M. Donc ça, c'est au-dessus de l'échelle de Larkin. Elle devient non analytique. Voilà. Alors, si elle devient non analytique, donc c'est l'hypothèse qu'a fait Daniel Fisher, et il a montré qu'à ce moment-là, il y a un nouveau terme qui apparaît ici. J'ai quand même écrit en blanc. Qui est en fait relié au cusp lui-même. C'est ce qu'on appelle un terme anormal. Ce n'est pas complètement évident de voir comment arrive ce terme, etc. Mais il arrive là, et c'est lui qui permet d'avoir un point fixe dans cet espace de fonction non analytique. Voilà. Alors, à l'époque, ça avait posé, en 86, une grande... tout le monde n'était pas d'accord là-dessus. Je me souviens que Daniel Fisher a donné un séminaire à l'école normale. Édouard Brézin n'était pas tout à fait d'accord parce qu'il disait attention au fantôme de Landau. Parce qu'en effet, on ne sait pas quels sont les termes qu'il peut y avoir ici. Et après tout, comment est-ce qu'on sait qu'il n'y a pas d'autres termes à des ordres plus élevés qui vont changer ce comportement? Bon. Donc, ce n'était pas évident. Mais maintenant, avec cette approche, disons, qui ramène ça un peu à une équation, donc je ne vous ai pas dit ici, mais ça, c'est relié en fait à l'équation de Burgers. C'est-à-dire cette analyse que j'ai fait ici avec le UW. Le UW, en fait, ça, c'est exactement la vitesse dans une équation de Burgers. Et donc, en fait, on a affaire ici à une sorte d'extension fonctionnelle, si vous voulez, de l'équation de Burgers. Et on s'attend à ce qu'il y ait des chocs, on s'attend à ce qu'il y ait des non-analyticités. Donc, cette approche devient plus naturelle et on a pu la continuer à des ordres plus élevés. Je vais m'arrêter dans 1 minute, n'ayez pas peur. C'est bon? Je peux encore 1 minute? Oui. Donc, juste pour finir l'histoire, on peut maintenant calculer le point fixe de cette équation, c'est-à-dire en fait choisir certains exposants, choisir zeta de façon à ce qu'il y ait un point fixe. Alors, on peut le calculer par ordre en epsilon. Ok, donc on est allé même jusqu'à epsilon cube en fait. Et on trouve des résultats, par exemple pour le short range maintenant, qui sont très proches en fait du 2/3 par exemple. On trouve 0,67 dans l'expansion en epsilon. Bon, je n'ai pas le temps de vous donner tous les détails. Pour le champ aléatoire, on trouve epsilon sur 3 qui est le résultat exact. Et on trouve un logarithme pour le cas périodique. Maintenant, ces approches ont été aussi étendues donc, à la dynamique et puis à l'étude des avalanches, etc. Alors, juste pour finir, comme je mentionnais, on a donc un calcul jusqu'à l'en epsilon carré ici de cette fonction, et on a mesuré avec Middleton un accord excellent avec ce qu'on observe numériquement.